Je suis Joanne Sonnard et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement. Aujourd'hui à Saint-Marche-Doc, une émission toute spéciale enregistrée au Monastère des Augustines dans le cadre de notre journée conférence Une ville pensée pour ma santé. Des experts du domaine de la santé et de l'aménagement urbain nous expliquent les liens entre notre santé et nos villes. Bienvenue à l'émission. Cette semaine, nous vous offrons une édition toute spéciale de Saint-Marche-Doc. Le 14 avril dernier, une journée conférence intitulée « Une ville pensée pour ma santé » a été organisée ici au Monastère des Augustines de Québec. Dans le cadre de cette journée, outre la marche traditionnelle du samedi matin, un concours a été lancé pour inciter la population à passer à l'action. Ensuite, les gens étaient invités à participer à des conférences et des panels qui expliquaient les liens entre l'aménagement de nos villes et la santé. Comme vous pourrez le constater, une brochette d'experts chevronnés était sur place. Voici donc, en version abrégée, un aperçu de cette journée conférence. Débutons avec le cardiologue François Reeves, qui est un habitué de Saint-Marche-Doc, qui nous explique justement les liens entre l'environnement et la santé. Bonjour, Dr. Reeves. Bonjour. C'est important pour vous d'être ici aujourd'hui, hein? Ah, bien, d'abord, je ne pouvais pas refuser une invitation dans notre belle ville de Québec, mais aussi parce que ce prétexte-là de rassembler des gens pour penser à l'environnement, penser à la ville, comment est-ce qu'on peut avoir une ville pensée pour notre santé, c'était pour moi un vrai plaisir de venir présenter, de venir participer à cette journée, parce qu'on sait maintenant que vraiment la ville, c'est probablement le vecteur le plus important en termes de santé publique. Plus que le fédéral ou le provincial, les cités, les municipalités, c'est ça qui va donner vraiment la qualité de vie et le retentissement sur notre santé. Ça va être quoi l'objet de votre conférence aujourd'hui? Alors, ce que je présente, bien, ça s'intitule justement Une ville pensée pour ma santé, selon moi, mon approche comme cardiologue, à savoir les 4 grands pôles de ce que j'appelle un modèle cardio-environnemental. C'est éradiquer les nano-agresseurs aériens, c'est-à-dire éliminer les combustibles fossiles autant qu'on peut, éradiquer les nano-agresseurs alimentaires, c'est-à-dire l'alimentation industrielle, revenir vers une nourriture qui soit bio, qui soit locale, qui soit fraîche, verdir, verdir et verdir parce que le vert est absolument important dans une cité. Puis enfin, la question de la mobilité, la question de l'auto-solo à essence, c'est vraiment quelque chose qui n'a aucun avenir. Donc, de revenir vers la question de la mobilité. Donc, ce sont les 4 principaux aspects que je vais présenter pour dire en quoi est-ce que ça, oui, ça baisse des infarctus, oui, ça baisse des AVC, oui, on peut revenir à peu de maladies coronariennes comme on l'avait il y a 150 ans. Alors, on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Dr. Reeves. Merci à vous. La question de l'environnement, bon, Einstein avait une belle phrase, dit l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas moi, fait qu'on part avec ça. Puis les échanges avec l'environnement, quand tu reviens à tes cours de physique au secondaire, tu as les solides, tu as les liquides, tu as les gazeux. Alors, échange solide, c'est ce que tu manges à peu près 1 kg par jour. Liquide, tu bois à peu près 2 litres, donc 2 kilos. Mais ce qu'on ne soupçonne pas assez, c'est qu'on respire 10 à 20 000 litres d'air par jour. Juste à faire le compte de chacune de vos respirations sur 1 minute, sur 1 heure, sur une journée, surtout si vous êtes un peu actif. On respire de 10 à 20 000 litres d'air par jour, c'est-à-dire 10 à 20 kilos d'air nous passent dans le corps tous les jours. Et c'est pour ça que la qualité de l'air a une telle importance, c'est qu'il y en a beaucoup. Fait abordons tout de suite le premier sujet, pollution atmosphérique. J'ai eu le privilège d'être invité en 2014 à Genève à l'Organisation mondiale de la santé pour participer, puis pour moi, c'était historique, au premier sommet climat et santé. On était 350 spécialistes de 75 pays. Puis c'est là où que l'humanité est belle. Tu sais, vous avez entendu parler de la Syrie hier soir, j'imagine. L'humanité peut être très belle par ailleurs, puis l'Organisation mondiale de la santé, c'en est un bel exemple. Je vais vous faire un parallèle tout de suite. Ça fait longtemps qu'on sait que le tabac, c'est pas bon pour la santé. Puis, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'il y a 6 millions de décès chaque année des suites de la consommation du tabac. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez clair pour la majorité des gens. Mais après avoir compilé toutes les études à l'Organisation mondiale de la santé, au total, on réalisait que c'est 7 millions de décès prématurés chaque année dus à la pollution atmosphérique. Puis ça, je vais vous dire, il y a 15 ans, vous m'auriez posé la question, c'est quoi l'influence de l'environnement sur la santé cardiaque? J'aurais dit, bien, les gènes, les habitudes de vie, puis l'environnement. Mais maintenant, je peux vous dire, c'est un tiers, un tiers, un tiers.
Et là où ça interpelle particulièrement le cardiologue, c'est quand on réalise que 80 de la mortalité due à la pollution, elle est d'ordre cardiovasculaire. Alors, c'est pour ça qu'il y a un cardiologue qui prend son samedi pour venir vous en parler, parce que c'est des choses qui ne sont pas suffisamment connues. Les effets des facteurs environnementaux sur le corps humain sont clairs. Ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on respire ont un impact direct sur notre santé. De plus, comme vous allez le voir, ces effets sont cumulatifs. Dans les 1000 études que j'ai revisées, il y en a une que j'aime bien présenter tellement elle est visuelle. C'est une étude qui a été faite par un autre cardiologue extrêmement célèbre, Valentin Foster, qui travaille à l'Université Columbia, à New York. Et il a fait faire à ses doctorants l'expérience suivante. Premièrement, vous savez qu'on a des modèles animaux en médecine, notamment des souris transgéniques qui font de l'athérosclérose accélérée. En d'autres termes, c'est que c'est des souris sur lesquelles on peut étudier les effets d'une maladie, d'un facteur de risque ou d'un médicament, mais très rapidement, alors que si on avait pris des humains, ça aurait pris 20 ans, 30 ans avant d'avoir une réponse aux questions. Donc, on appelle ça des souris transgéniques qui font de l'athérosclérose accélérée. Alors, ils ont pris deux groupes de souris, une soumise à une diète normale, puis l'autre à une diète grasse, genre processed food. Ils ont sacrifié les souris au bout de 6 mois. Puis là, ce qu'on voit en bleu ici, c'est l'aorte de la souris, tranchée comme un saucisson. Puis ce qu'on voit en rouge ici, c'est les plaques d'athérosclérose, c'est-à-dire exactement ce qu'on débouche tous les jours avec nos ballons, nos stents ou qu'on répare avec nos pontages. Fait qu'on n'est pas surpris que des souris exposées à une diète grasse, à une plaque d'athérosclérose qui est plus grosse que les souris qui ont une diète normale. Mais l'intérêt de l'expérience de Valentin Foster, ça va plus loin que ça, c'est qu'ils ont fait une étude 2 par 2, ils ont comparé air filtré et air pollué. C'était des émanations de diesel qu'ils ont collectées, puis à un taux contrôlé, c'est-à-dire, ça se mesure, ça, la pollution, 10 microgrammes par mètre cube de particules fines. Puis ils ont fait respirer ça à nos petites souris pendant 6 mois, et ici, ce que vous voyez, les souris exposées à l'air pollué ont une bonne plaque d'athérosclérose, mais quand vous avez la combinaison processed food et air pollué, là, vous avez une immense plaque d'athérosclérose qui se développe dans l'aorte de nos souris. En d'autres temps, Valentin Foster a fait le modèle laborantin très élégant de la tempête vasculaire parfaite, quelqu'un qui mange du fast-food dans un centre-ville pollué. Puis c'est pour ça que je trouve qu'il y a encore des espèces d'incohérences dans notre système. Par exemple, ici, vous avez la zone... Ça, c'est devant mon hôpital, là. C'est à la porte de mon hôpital. Vous avez ici la zone non-fumeur, fort bien. Vous avez la ligne bleue jusqu'à 9 mètres. Mais à journée longue, il y a un diesel qui est pout toute la journée dans la zone non-fumeur, mais tout le monde trouve ça normal. Or, pourtant, tu sais, j'ai fumé assez longtemps pour en parler, là. Tu prends 5-6 puffs de cigarettes, bon, tu peux un peu de la gueule, puis ça finit là. Mais va prendre 5-6 puffs de l'exhaust de ton diesel, là, puis vous m'en reparlerez. Vous tombez à terre tout de suite. La pollution liée au transport routier est une préoccupation majeure. On vous en parle souvent à SaMarche-Doc. La liste des impacts sur la santé est longue, très longue. L'Université de Southern California aussi a fait des études. Ça, c'est probablement l'université où il y a le plus gros département de santé environnementale. Puis ils disent que si tu vis près d'une voie routière polluée, tu augmentes ton taux de maladie. Et c'est pour ça que les préoccupations de l'augmentation de la circulation à Québec, ça doit toucher pas seulement le fait de... On perd notre temps dans la congestion, mais aussi les gens qui habitent autour de ça vont avoir plus de problèmes de santé. Et ils ont fait des publications où on voit que toutes les étapes de la santé, du ventre de notre mère jusqu'à notre grand-mère, sont touchées. Je vais prendre un grand souffle parce qu'il y a tellement d'études qui ont été publiées en conjonction avec cette université-là. Mais la pollution atmosphérique, particulièrement près des voies routières polluées, ça entraîne des bébés de petits poids, plus de diabète de grossesse, plus d'obésité chez les enfants, plus de retard développemental à l'école, plus d'hypertension, plus de diabète, plus de cholestérol, je reprends mon souffle, plus d'asthme, plus de détresse respiratoire, plus d'emphysème, bronchite chronique, calcium dans les artères, plus de thrombose avec infarctus, plus d'arythmie, d'arrêt cardiaque, plus de cancer en particulier du poumon, mais aussi du sein. Une étude qui a été faite à l'Université de Montréal, parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que nos femmes, au Québec, on est rendu à une femme sur 6 qui va faire un cancer du sein, alors qu'au début du siècle, c'était 1 sur 20, puis si vous allez en Amérique du Sud, c'est 1 sur 40. Je ne comprenais pas ça. Puis il y a une étude faite par mes collègues de McGill, l'Université de Montréal, département de santé environnementale, qui voit que plus les femmes sont exposées à des hauts taux d'HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, plus elles sont susceptibles de faire un cancer du sein. Plus de Parkinson, plus de démence vasculaire, plus d'Alzheimer. Comme on vient de le voir, les effets sur la santé sont nombreux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'un environnement plus sain, un air plus pur, a vraiment un impact sur la santé? Voyons voir la réponse. Maintenant, on va être positif, un peu dépollué. Est-ce que c'est une mesure sanitaire? Est-ce que c'est une mesure efficace? La réponse est oui, oui, oui et oui. Et notamment l'exemple de l'essence sans plomb. Fait que finalement, il y a eu des lois, puis ça a été quelque chose. Je me rappelle très bien de cette époque-là où on a passé de l'essence avec plomb à l'essence sans plomb.
qui fait que finalement, au total, l'élimination du plomb a entraîné une réduction de 90 % du plomb qu'on mesurait dans notre sang et on notait un gain de 2 à 5 points de quotient intellectuel des enfants nés après 1980, entraînant une hausse de productivité de 6 trillions de dollars. Une autre belle étude pour dire est-ce que dépolluer, ça vaut la peine? 2 millions d'Américains suivis dans 50 villes pendant 20 ans et partout où on assistait à une réduction de la pollution et une réduction des particules fines, on assistait à une amélioration de l'espérance de vie, certaines villes allant jusqu'à 4 à 5 ans. Et en 2004, il calculait à Toronto qu'il y avait 1700 morts prématurées et 6 000 hospitalisations dues à la pollution, puis ça avait baissé de 1700 à 1300 et de 6 000 à 3 500. Au point que Peter Harris, qui est le chef du département de santé environnementale en Illinois, disait que chaque dollar que vous investissez pour vous conformer au Clean Air Act, c'est-à-dire les lois sur l'environnement, ça entraîne une réduction de 25 $ en soins de santé. Maintenant, quelles sont les actions que vous pouvez poser au quotidien? Il en existe plusieurs. Et en plus, elles ont un impact sur les changements climatiques. Là, vous allez me dire, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous expliquer, moi, ma petite démarche personnelle. 1, j'avais une fournaise à l'huile, comme bien du monde, dehors. J'ai mis une fournaise branchée directement à l'hydroélectricité. 2, je ne fais jamais de sport qui implique des GES. L'été, je fais du vélo, je fais de la voile. L'été, je fais du ski de fond, du patin. Mais je ne me promène pas en VTT, puis je ne me promène pas en skidoo. Je n'empêche pas le monde de le faire, mais moi, je ne le fais pas. Puis enfin, ça fait au moins 2 ans que j'ai une bagnole électrique, c'est-à-dire que l'essence est donc chère, là, ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi ça me fait sourire quelque part. Parce que c'est pas fait. Hein? Le Québec importe annuellement 218 millions de barils de pétrole. On émet 10 tonnes de gaz à effet de serre par habitant, puis 41 % des GES, c'est des transports. Puis il faut baisser ça de 37 %. Donc, chacun de nous, c'est pas énorme quand même, c'est tout à fait faisable, c'est accessible. Mais on doit baisser de 3,7 tonnes de GES d'ici 2030. Puis là, on rentre pile poil avec les accords de Paris, puis on fait « atteint mon Trump ». Et un enjeu majeur, c'est les véhicules, parce que le seul secteur du Québec qui n'a pas baissé de façon significative ses GES, c'est le transport, particulièrement les bagnoles, puis particulièrement à cause de l'engouement du VUS. Pour conclure, je souhaite que votre plan de développement de transport durable soit aussi efficace puis aussi agréable à vivre que ce que j'ai vu à Genève ou à Zurich. Et je vous remercie tellement d'avoir pris le temps d'être là cet après-midi pour cet événement. Merci beaucoup. Bien, c'est certain qu'on est ici parce qu'on est convaincu qu'il faut que ça change. Comment rejoindre les jeunes, eux autres aussi, pour qu'ils aient le goût, parce qu'il n'y a pas grand jeune ici aujourd'hui. Et on ne se rend pas compte qu'on s'en va, on s'en va vers un mur. Là. Alors, c'était ma question. Ma réaction, c'est que c'est des jeunes que me viennent les principaux espoirs. À chaque fois que je présente ces trucs-là, c'est les étudiants en médecine, où là, je viens de faire une série de collèges, c'est là que j'ai des standing ovations. Et c'est les plus réceptifs à cette dynamique-là. Mes 3 enfants qui ont 31, 29 et 27, il n'y a aucun qui a une auto, puis il n'en veut pas. Les 3 ont un mode de vie que, franchement, moi, j'ai l'air d'un vieux mononcle à côté d'eux. Donc, je vous dirais que c'est des messages qui sont 10 fois plus reçus et appliqués, puis c'est plus dans leur volonté. Exactement ce que l'exemple qu'on me donnait, à savoir qu'ils préfèrent garder leur argent pour les échanges, pour les voyages, que pour avoir une bagnole. Donc, moi, je vous dirais que là où tu as le plus de réceptivité, c'est au niveau de ces jeunes-là qui sont beaucoup plus sensibles à ce discours-là. Et qu'en fait, l'immobilisme vient de notre génération. Alors, je ne suis pas inquiet du tout pour les jeunes. On vient de le voir, le Dr Reeves nous a clairement démontré les liens qui existent entre la santé et notre environnement. Suite à la conférence, un panel d'experts dans le domaine de la santé est venu expliquer aux gens présents dans la salle que nos choix en aménagement urbain pouvaient causer et même exacerber certains problèmes de santé. Les experts ont aussi souligné la nécessité de bien faire comprendre aux décideurs publics que la prévention et une meilleure planification de nos villes ont non seulement un impact sur la qualité de vie des gens, mais aussi qu'ils font économiser beaucoup d'argent en soins de santé. Et ça, c'est toute la société qui en profite. Cependant, selon le panel d'experts, la population et plusieurs professionnels de la santé ne connaissent pas encore suffisamment ces liens.
Si des exemples d'autres villes dans le monde sont très inspirants, il reste encore du travail à faire dans notre propre ville, même si l'annonce récente d'un tramway ou d'un réseau de transport structurant est très encourageante. Et c'est justement sur cette note positive que nous avons accueilli notre deuxième invité, le directeur général de Vivre en Ville, Christian Savard, qui s'est tout de suite mis en mode solution. Bonjour, M. Savard. Vous êtes notre expert en urbanisme. En fait, là, on vient de voir qu'il y a des liens entre l'aménagement du territoire, l'aménagement urbain et la santé des gens. Il existe des solutions, là. Oui, tout à fait. En fait, j'irais sur deux mots. Dans un premier temps, la proximité. Il faut tenter de rendre les choses plus proches les unes des autres, les différentes choses qu'on a à faire dans notre quotidien pour être moins dépendant de la voiture, pour moins avoir à faire d'asphalte de stationnement, d'asphalte de route, afin de rendre nos villes probablement plus vertes. Donc, mon deuxième mot serait aussi le verdissement. Donc, des villes plus vertes, donc davantage d'arbres. On l'a entendu, l'importance que joue l'arbre dans une ville. Donc, en tablant sur ces deux mots-là, la proximité et le verdissement, je pense qu'on ferait déjà un très grand pas vers des villes plus en santé, là. Est-ce que les citoyens peuvent avoir leur rôle à jouer dans ça? Bien, ils ont un rôle à jouer dans le sens où je pense qu'ils doivent se mobiliser pour le demander. Maintenant, pendant longtemps, construire une ville, c'était construire pour apporter des taxes puis essayer qu'il n'y ait pas trop de circulation, mais on se rend compte des implications que ça a sur un paquet de domaines maintenant, notamment la santé, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, effectivement, construire nos villes est maintenant autant un enjeu de santé que la livraison des services de santé dans les hôpitaux ou les cliniques, par exemple. Merci, M. Savard. On vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci. Comme vous le voyez, on en parle de plus en plus, les liens entre la santé puis nos milieux de vie, ce qui n'était pas le cas à une certaine époque. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir des médecins en parler de plus en plus, des médecins qui comme François, essentiellement, réparent des corps. Maintenant, parle de plus en plus de comment l'environnement fait en sorte que lui est obligé de réparer des corps. Il y a un moment donné, il est arrivé une idée de dédensifier. Hein? Après, il y a eu les grands parcs, il y a eu les grandes infrastructures, mais on s'est mis à aller vers la banlieue jardin pavillonnaire pour un peu une réponse à la surpopulation des quartiers ouvriers, qui a été rendue possible grâce à une grande innovation technologique, la voiture. Et à l'époque, c'était vu comme la grande révolution qui allait beaucoup améliorer la vie, mais on se rend compte qu'avec le temps, puis je pense que vous vous en êtes rendu compte avec la présentation de M. Reeves, c'est que cette invention-là fait en sorte qu'on a pollué nos villes. Hein. On voyait les cartes au boulevard des métropolitains des Caries à Montréal, plus de pollution, plus d'impact sur les populations, mais également une sédentarité qui s'est développée. On s'est mis à arrêter de marcher. Il ne faut pas oublier aussi que dans notre travail, on dépense beaucoup moins de calories qu'avant. Grosso modo, les experts disent qu'il faudrait essayer de faire 50 % d'activité physique choisie. Donc, planifier. Je vais au gym, je vais marcher, je vais courir, jardine. Mais il faudrait aussi également tenter de faire en sorte qu'on ait de l'activité physique à travers nos activités du quotidien, notamment la marche, donc de l'activité physique spontanée liée à notre vie quotidienne. Donc, je vais à l'épicerie, ça prend 12 minutes, j'ai marché d'un bon pas. Je l'ai fait en partie, mon activité. Je me rends à l'arrêt de transport collectif, je l'ai fait, mon activité. Et cette manière-là, en faisant ça, on fait de l'activité tout en l'incluant dans notre quotidien. L'étalement urbain et l'utilisation presque exclusive de la voiture ont eu un impact sur notre santé. Les gens sont de plus en plus sédentaires. Mais quelles sont les solutions aujourd'hui? Bien, solution, c'est aussi revoir l'ensemble de notre urbanisation, notamment des quartiers à échelle humaine, une ville qui mise sur la proximité. Encore une fois, quelques statistiques. Les personnes vivant dans des endroits de densité moyenne à élevée, où les services communautaires commerciaux sont à distance de marche, à vélo, de leur domicile, sont 2,4 fois plus enclins à faire les 30 minutes d'exercice quotidien requis. Donc, en fonction du quartier où tu habites,
ben, tu vas avoir tendance à marcher. Donc, les 3 incontournables des villes et des quartiers favorables à la marche, ben, on l'a dit, hein, proximité des commerces et services. Vous savez, la densification, on en entend de plus en plus parler, densification verte. Je pense que c'est des aspects qu'on va finir par y arriver. Élément très important, qui est souvent un peu négligé, c'est un cadre stimulant. Un cadre stimulant, c'est-à-dire, parfois les distances à parcourir sont pas très longues, ou des fois, ils sont longues, mais parce que le cadre est stimulant, tu le marches puis tu t'en rends pas compte. Également, ben, pour finir, dans le 3e aspect, réduction des barrières et ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais la perméabilité de la trame urbaine. Faire en sorte qu'on a plusieurs options de déplacement et que les distances sont relativement courtes. Un petit exemple ici, où est-ce que tu pourrais aller à l'épicerie? Ça te prendrait juste 200 mètres, mais c'est impossible de passer parce qu'il y a des clôtures, parce qu'on ne passe pas à ce genre de choses-là, donc ça te prend 1,5 km pour le faire. Donc, ça démontre à quel point on ne construit pas nos milieux de vie en fonction de la marche, pendant que ça serait relativement simple très souvent. Quand on parlait de barrières, bien ici, il y a un lobe-là. Tout l'autre côté, il voudrait bien y aller, mais tu as une autoroute entre les deux. Il y a tout à fait moyen d'arriver à faire des réseaux. Ça, c'est le réseau où est-ce que les voitures ont accès. C'est le quartier Vauban à Fribourg, en Allemagne, un quartier fétiche de vivre en ville, et où est-ce qu'on a complété la trame. Donc, vous retrouvez une trame en damier classique de nos villes traditionnelles, mais les voitures n'ont pas accès à tout. Les voitures ont juste accès à la partie en noir. Donc, tu as une rue collectrice, là, qui est celle qui fait tout le quartier, mais le reste, tu te retrouves toujours dans des cul-de-sac. Mais les piétons, eux, ne sont pas dans des cul-de-sac. Donc, avec un tout petit peu d'ingéniosité, là, il y a moyen de garder les avantages de la trame en damier sans les désavantages du transit automobile. Des quartiers à échelle humaine avec à proximité des services et des commerces, ça fait partie d'aménagements favorables à la santé. C'est encore mieux si en plus ce milieu est desservi par un réseau de transport en commun. Ce qui arrive de nos jours, c'est que avec le fait qu'on est très dépendant de la voiture, le fait qu'on a tous une voiture, on finit par faire même le déplacement court en voiture parce qu'on a 2, 3 voitures par ménage, donc on l'utilise. Hein? Pourquoi je prendrais le transport collectif? Donc, si on veut donner des choix, il faut une plus grande multimodalité et il faut une offre de transport collectif qui va permettre de bien vivre, de vivre en ayant accès à tout ce que la ville peut offrir, mais autrement qu'en voiture. Donc, transport en commun, c'est en quelque part un lift pour les piétons. Une des choses, c'est de voir une hiérarchie des transports. Je parlais tantôt de l'exemple de la Suède qui se sont mis à faire les trottoirs en premier, mais c'est un peu ça que veut dire ce graphique-là, de commencer à penser en priorité à ceux qui ont le moins d'impact pour la ville ou le plus d'impact positif, c'est-à-dire les marcheurs, les cyclistes, le transport collectif, de cette manière-là. Je vous montrais aussi le quartier de Vauban tantôt, très intéressant, c'est un quartier neuf, puis le tramway est arrivé en premier. Et pas arrivé en dernier une fois que tout était construit. Le quartier se construisait, le tramway était déjà là pour que les résidents aient déjà le réflexe du transport collectif. Une ville densifiée nous permet d'éviter l'étalement urbain. Il n'y a pas juste ailleurs dans le monde qu'il y a des exemples de densification qui sont inspirants. Nous en retrouvons également à Québec. Je vais terminer sur l'importance de la densité parce que certains propos, certains aspects des présentations, des fois, font en sorte que, est-ce que la densité, c'est mauvais? Est-ce que, dans le fond, il faudrait tous aller vivre en campagne? Bien, d'abord, d'entrée de jeu, il faut le dire, c'est juste impossible. C'est pas soutenable environnementalement qu'on ait tous notre maison entourée d'arbres, puis j'ai pas de jugement pour les gens qui en ont une, mais c'est juste mathématiquement impossible. On est 7 milliards d'habitants sur la planète. Si on a tous une empreinte, où est-ce qu'on prend ça comme type d'habitation, ça va nous prendre beaucoup trop de ressources, ça va nous prendre beaucoup trop d'autoroutes. C'est juste impossible. Donc, il faut réussir à faire une densité qui est plus intéressante, par contre.
Parce qu'on s'entend que si c'est la densité qu'on nous offre trop souvent, les walk-up entourés de stationnement, je comprends que personne ne trouve ça intéressant. Et je pense qu'il y a des modèles qui peuvent y arriver. Ici, vous avez un exemple que j'aime bien parce que Vivre en ville y a travaillé. Je l'aime bien, c'est dans le quartier, le futur, on va le dire entre guillemets, écoquartier Pointe-aux-Lièvres, qui tranquillement évolue. C'est les résidences Habitus, où est-ce qu'on a fait des interventions pour minimiser les surfaces minéralisées. Donc, toit vert, gestion des eaux de pluie sur place, grande cour partagée. Et bien, on va voir si ce modèle-là fonctionne bien. Est-ce que ça va bien se vendre? Est-ce que ça va bien se vivre? Donc, il y a moyen de faire de la densité un peu plus intéressante et quand même assez verte. Je vous remercie beaucoup. La conférence de Christian Savard de Vivre en ville vient de nous brosser un tableau d'exemples très concrets de bons choix en aménagement urbain. Ensuite, ce fut le tour de notre panel en urbanisme de se prononcer et de répondre à plusieurs questions. Par exemple, est-ce que les liens qui existent entre la santé et l'aménagement urbain constituent des arguments qui sont assez solides et crédibles pour réorienter l'aménagement de nos villes? Quelles sont les principales embûches ou les principaux obstacles qui reviennent souvent quand on parle d'aménagement favorable à la santé? Que devrions-nous faire pour non seulement accélérer, mais aussi uniformiser partout dans la ville le virage vers la création d'aménagements favorables à la santé en termes de canopées, de trames vertes de proximité, de transport collectif et actif? Bien sûr, le cas de la Ville de Québec a été analysé. Les bons coups ont été soulignés, mais aussi des suggestions ont été apportées. Mais tous les experts s'entendent pour dire que le verdissement et davantage de transports actifs et collectifs nous amènent sur la bonne voie. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette édition spéciale de Ça marche doc, en espérant que vous êtes maintenant mieux informés sur les liens qui existent entre l'aménagement de nos villes et la santé. Prenez la balle au bond, continuez de faire des projets et de poser des gestes qui contribuent à faire de nos villes des endroits plus verts et plus attrayants. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été au rendez-vous. On se dit à très bientôt.